Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je suis Yamina Kelifi, conseillère formation. Je suis en présence du docteur Richard Christophe, à qui je vais laisser la parole dans quelques minutes. Je tenais rapidement à vous présenter les blocs que vous pouvez voir en bas de votre écran. Donc il y a un espace de téléchargement dans lequel vous pouvez retrouver le bulletin d'inscription avec le programme de formation détaillé. Ensuite, au milieu, vous avez les liens web, ce sont des liens utiles. Et le dernier bloc, c'est le bloc conversation dans lequel vous allez pouvoir, tout au long du webinaire, poser vos questions. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet « Comment la e-santé peut répondre au parcours de santé ». Super. Voilà. Donc voilà. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation sur le bloc tout à droite. Donc nos atouts rapidement, un engagement qualité, une certification ISO 9001 sur nos 3 campus avec un système d'évaluation qui se fait en amont, pendant et après la formation. Une présence nationale et internationale. Et aujourd'hui, nos formations allient management, technologie et métier. On présente 4 catalogues dans des domaines bien spécifiques, leadership et transformation, performance des opérations et information, énergie et système, et dans lequel vous allez retrouver notre executive certificate système d'information et digital. Okay. Ça va être à moi. Bonjour à tous, donc comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je suis le docteur Richard, j'encadre l'executive certificate e-santé télémédecine au sein de Centrale Supélec. Et donc là, pour notre webinaire, je vous propose de répondre à une des questions qui nous a été posée par l'un des participants qui évoquait la question des parcours de soins dans le cadre de la e-santé. Donc je me propose de faire une rapide présentation concernant le parcours de soins, pour essayer un petit peu de savoir de repositionner un petit peu le sujet pour tous les participants, et puis éventuellement d'ouvrir les discussions, les échanges sur les problématiques liées à la e-santé, soit en partant du parcours de soins, soit en abordant d'autres sujets, puisque l'idée est de ne pas se limiter évidemment au parcours, mais de parler de la e-santé et de la télémédecine en général. Alors évidemment, comme je vais intervenir, je ne verrai pas forcément immédiatement vos questions, comme je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent parler, mais en tout cas n'hésitez pas à vous manifester dans le bloc de conversation si vous avez des questions. On essaiera de répondre en temps réel à toutes les demandes qui seront formulées. Alors on va partir tout de suite sur le parcours de soins. Alors le parcours de soins, on ne parle pas uniquement de parcours de soins. Vous avez les mots qui sont associés au parcours de soins sont assez nombreux. On dit parcours de santé, parcours de soins, parcours comment dirais-je, ville-hôpital. Évidemment, on associe d'autres termes. Alors le nuage de mots qui est ici vise surtout à montrer qu'on parle de beaucoup de choses, les mots-clés sont présents, mais on n'est pas sûr de parler exactement des mêmes éléments, on n'a pas forcément les mêmes références. Alors pour ce faire, on s'aperçoit aussi que ce ne sont pas forcément les professionnels de santé qui sont le plus au fait de ce genre de sujet. L'image un petit peu humoristique que je mets en introduction vise à montrer qu'effectivement, beaucoup de mots sont présents, les patients ont beaucoup d'attentes quant à ce type de prise en charge, en tout cas pour la notion de parcours, mais pas uniquement. Mais évidemment, les professionnels de santé ne sont pas toujours au fait
des réalités et du champ du possible. Les patients sont parfois plus geeks que les professionnels de santé. Voilà. Alors, lorsqu'on se positionne sur cette question de parcours, quand j'ai fait les recherches documentaires sur le sujet, je me suis aperçu qu'on remontait en 1914. La notion de parcours peut être retrouvée dès 1914 dans ce qu'on appelait les dispositifs antituberculeux, où à l'époque, la problématique de l'épidémie de tuberculose faisait qu'on imposait aux personnes qui avaient été dépistées à aller dans les sanatoriums, de se mettre ils étaient contraints un peu dans les soins. La préfecture, à l'époque, organisait les dépistages et toute personne qui était dépistée devait se faire soigner. Et donc, forcément, elles entraient dans un processus contraint, en l'occurrence, qui nécessitait que le patient soit pris en charge, traité, et à partir de là, bon, on est dans les prémices d'une notion de parcours, mais en tout cas, on avait organisé toute une prise en charge selon un protocole qui impliquait une prise en charge médicalisée suite à une problématique de santé publique. Et puis au fur et à mesure, donc vous avez les quelques dates qui sont présentes. Évidemment, la notion de mise en place de réseaux institutionnels avec la création de la sécurité sociale. Vous avez eu ensuite toutes les mécaniques qui sont là très associées à des problématiques comment dirais-je, juridiques, où la mise en place d'une mécanique de prise en charge de patients ou de soins a été très liée à des décrets et à des lois qui visaient à organiser le système de santé. Alors, je ne vais pas faire toute l'historique depuis 1914, on va tout de suite se focaliser sur des problématiques plus récentes. Je vais directement aller en 1996 avec la loi, les ordonnances Juppé, qui visait justement à mettre en place ce qu'on a appelé les réseaux de soins, de façon à essayer alors c'était plus des expérimentations, qui visaient à mettre en place une nouvelle organisation de la santé qui intégrait peu ou prou une coopération, une collaboration des différents professionnels de santé, et de ne pas uniquement se limiter à faire de la médecine que je vais qualifier de plus historique, qui était de la médecine où seul le médecin travaillait en autarcie et en autonomie vis-à-vis de ses confrères et prenait le patient sous l'angle et sous le profil qui était le sien. Les ordonnances Juppé et la mise en place de réseaux initiaient les prises en charge collaboratives. Pour ceux qui ont comme moi l'expérience qui ont vécu ces différentes problématiques, il y a eu les rapports Babusiaux et puis après les ordonnances Juppé qui ont commencé à mettre en place ce type de dynamique. Alors je prolonge, là on est un petit peu plus dans l'histoire récente. Évidemment, une partie de la révolution a débuté avec la loi Kouchner en 2002, où ces réseaux de santé ont été directement officialisés. On n'était plus là dans la notion d'ordonnance, on était dans la mise en place concrète. Et puis évidemment, plus récemment, la loi HPST et puis la loi de modernisation de notre système de santé. Il y a une petite coquille là sur la loi de santé, c'est la loi de modernisation de notre système de santé, qui a organisé concrètement de nouvelles façons de prendre en charge les patients. Les parcours de soins sont concrètement décrits dans cette loi de modernisation de santé, mais vous avez également les GHT, vous avez également toutes les problématiques liées à la sécurité des données et tout ce qui est évolution des textes liés à l'hébergement et la sécurisation des données de santé. Donc on est dans une phase de transformation, d'évolution. Je ne vais pas utiliser le mot révolution au sens large parce que c'est en cours, mais en tout cas, des gros changements sont en cours ou à venir. Bonjour au dernier venu. Voilà. Bonjour Monsieur Wallet. Je continue. Alors, cette slide vise surtout à faire le focus sur la loi de modernisation de notre système de santé. Donc, elle a été enclenchée dans la stratégie nationale de santé qui date de 2013. Elle a été adoptée fin décembre de 2015. Et elle est parue en janvier au journal officiel en janvier 2016. Donc, je ne reviens pas sur les différentes mesures de la loi. Mais en tout cas, la partie coordination dans le cadre de parcours de soins visait effectivement à intégrer une approche globale de la prise en charge des patients,
en intégrant les structures de ville, les cabinets libéraux, les maisons et les centres de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires, et évidemment tout ce qui était établissement hospitaliers et ou médico-sociaux, voire sociaux, puisque la dimension sociale est directement intégrée, et d'arriver à essayer d'organiser un parcours, donc une trajectoire du patient dans tout ce système de soins, avec pour objectif effectivement une amélioration des problématiques de prévention, une optimisation de la prise en charge et du parcours, de façon à faire appel plus rapidement aux soins de premier recours, et puis éventuellement d'organiser la trajectoire du patient et de l'optimiser de façon à ce que le meilleur soin soit délivré de manière la plus adaptée en fonction des problématiques du patient. Alors, au jour d'aujourd'hui, cette exigence, elle est compréhensible. On n'est plus de l'ordre du vœu pieux. La technologie est censée pouvoir, et le numérique en particulier, est censé pouvoir répondre à cette problématique. Et comme on va le voir, c'est certainement nécessaire que la technologie y réponde. C'est peut-être pas suffisant on ne peut pas décréter cette mise en place. Alors, je reviens aussi sur la notion de définition. Comme j'évoquais tout à l'heure, on évoque la notion de parcours de soins, de parcours de santé, voire de parcours de vie, qui intègre des dimensions qui ne sont pas forcément médicales, mais peut-être plus sociales ou hors médico-sociales. Je reprends cette image qu'on trouve assez facilement et assez rapidement sur Internet. Elle me paraissait bien résumer les différentes définitions qu'on pouvait donner, en tout cas poser un cadre où on voit qu'effectivement l'hôpital, même s'il est positionné au centre, c'est plutôt la notion de très médicalisé. La notion d'ambulatoire intervient rapidement lorsqu'on commence à parler de parcours de soins. Lorsqu'on élargit sur le social et le médico-social, on est plutôt dans des parcours de santé. Évidemment, parcours de santé, c'est aussi le parcours qu'on fait lorsqu'on court, qu'on trouve dans certaines... lorsqu'on veut faire du sport, c'est pas forcément très médical. Et la notion de parcours de vie intégrait plus les notions liées où on considérait l'environnement du patient hors prise en charge médicalisée pure. Voilà. Donc en tout cas, cette slide permet de poser les quelques définitions et de pouvoir appréhender un petit peu ce qu'on est en train de parler. Alors une fois qu'on a un peu posé les définitions, à nouveau j'ai repris cette image de façon à essayer d'illustrer. Alors là, il s'agit d'un parcours de soins dans le cadre d'une prise en charge de type PAERPA, c'est-à-dire des personnes en perte d'autonomie. L'idée était de mettre en regard, et c'est ce que montre la slide, la partie violette montre en fait une organisation d'un parcours, un processus de prise en charge à travers les différentes typologies d'organisation ou de besoins qui sont au centre. Moi, j'assimilerais, si vous regardez sur la slide, il y a une petite série de flèches circulaires au centre. On est dans des mécaniques qui s'apparenteraient pour moi au groupement hospitalier de territoire, au GHT. La partie verte montre comment est-ce que des outils numériques, technologiques, sont en capacité, sont en mesure d'accompagner, d'optimiser, d'organiser ce type de prise en charge. Évidemment, vous allez voir à travers les quelques exemples qui sont là à titre illustratif, on parle d'outils qui permettent l'échange, le partage des données de manière sécurisée et dématérialisée, les messageries sécurisées, des outils de type dossier médical informatisé. Mais il faut voir aussi que on peut associer, ça n'est pas représenté ici, mais le numérique permet aujourd'hui aussi d'intégrer des outils de type ce que je vais appeler le GPS du patient. On a tous un téléphone, un smartphone qui est finalement un moyen d'une connexion, une interface vers des outils beaucoup plus spécialisés qui peuvent permettre en amont d'une hospitalisation ou au démarrage d'un parcours de guider le patient dans le système de santé, éventuellement de qualifier, de l'accompagner, de lui délivrer de l'information, éventuellement de mettre à disposition ces mêmes éléments d'information ou être un canal d'échange privilégié avec les professionnels de santé, médecins ou non médecins. Certains d'entre vous doivent connaître la mise en place des plateformes territoriales d'appui. Il faut évidemment pouvoir échanger, partager avec le patient et organiser un petit peu et planifier la prise en charge du patient. Le téléphone en est un outil, les outils d'échange et de partage sécurisés, mais on peut voir aussi tout ce qui est système expert, intelligence artificielle, que sais-je, aujourd'hui, de façon à mettre à disposition, mettre au service des différents acteurs de l'efficience, de la qualité, de l'information rapidement, presque en temps réel,
adaptées, personnalisées, en fonction du patient et des besoins, éventuellement dans des mécaniques de collaboratives, voire participatives. Vous voyez, on s'approche de ce qu'on appelle la médecine 4P. Il ne reste plus que la prévention, l'idée étant d'essayer d'éviter de prendre en charge les patients lorsque le problème médical ou médico-social est survenu, mais éventuellement de l'anticiper de façon à améliorer et d'éviter que les soucis n'interviennent. Et tout cela, toute la difficulté est d'arriver à lier les deux, c'est-à-dire les besoins, les processus, les organisations existantes, et de leur associer les outils qui permettent de répondre à ces enjeux. L'idée n'est pas de les juxtaposer, c'est là où est la limite de l'image qui est ici, mais plutôt d'arriver à les intriquer, d'aller lier. Moi j'utilise le terme d'hybrider, de façon à ce que finalement ça puisse efficacement être mis à disposition de chacun, sans perturber, sans qu'il y ait de rupture. Et c'est là tout l'enjeu en fait de la mise en place de la e-santé. Il s'agit aussi d'associer des dimensions médicales, médico-sociales, techniques, mais pas uniquement. Lorsqu'on parle de santé numérique et quand on va parler de parcours de soins, il faut aussi prendre en considération des problématiques organisationnelles, des problématiques économiques, des problématiques juridiques qui, si vous êtes un petit peu familier des sujets santé, sont très présentes. Je vais même aller jusqu'à des questions d'ordre éthique. Et puis, j'oserais parler également de stratégie, puisque finalement, la notion de parcours sous-entend un point de départ, mais un point d'arrivée. Ce point d'arrivée, pour y arriver, il faut que les choses soient parfaitement bien définies et organisées en amont. Ça ne se fait pas tout seul. En tout cas, il ne faut pas que ce soit un saut dans l'inconnu. Et c'est en cela que finalement, le fait d'appréhender la e-santé, de savoir l'utiliser et l'insérer dans les processus existants, et puis d'aider à la transformation de tout l'écosystème, est un des enjeux auxquels il faut répondre et auxquels on n'est pas forcément tous préparés. Alors, pour ce faire, moi je vous propose une vue de l'écosystème avec une approche qui doit être finalement qui n'est pas technique au sens strict du terme, mais qui se veut plus en termes de services rendus, de services mis à disposition des différents acteurs, puisque finalement, lorsqu'on veut appréhender la problématique, il ne faut pas voir ça uniquement sous l'angle du médecin, il ne faut pas le voir uniquement sous l'angle du patient, il faut voir la globalité du système dans lequel on veut s'insérer et de voir comment est-ce qu'on peut y répondre, puisque pour qu'un parcours fonctionne, il faudra impérativement que chacun des participants, chacun des acteurs, y trouve un intérêt, une valeur ajoutée, un bénéfice. Sinon, le déploiement de ces nouveaux outils, de ces nouveaux processus, se heurtera à une résistance qui a eu la peau d'autres projets par le passé. Donc, il faut bien arriver à prendre les choses et prendre toutes les dimensions en charge. Alors, l'idée de cette présentation est de montrer que finalement, lorsqu'on essaye d'appréhender les choses de manière globale, on s'aperçoit que toutes les parties violettes qui sont sur le bas, c'est la partie technologique, technique, qui n'est pas forcément visible de l'utilisateur, parce que la notion d'ergonomie qui est très présente fait que tout ce qui est référentiel, tout ce qui est socle, interopérabilité, sécurité, n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui doit être à garantie de principe auprès des différents utilisateurs, et que finalement lui ne doit voir que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire le service qui est mis à sa disposition pour lui faciliter son quotidien et éventuellement l'accompagner sans qu'il se pose de questions. Aujourd'hui, quand vous utilisez un pouce-seringue dans un hôpital, vous ne vous posez pas la question de savoir s'il est parfaitement calibré, s'il est conforme, si ce que vous inscrivez comme vitesse de dispensation, il faut la vérifier. L'outil, vous le prenez, vous l'utilisez, vous avez confiance. Et il faut que demain, dans le cadre de la e-santé, dans le cadre des services numériques qui devront être proposés, il faut avoir ce même niveau de confiance dans les outils, de façon à ce qu'ils puissent être utilisés facilement. Ce terme confiance, je pense, est la clé de voûte de toute l'approche. Et il faut mettre en regard un deuxième élément qui est l'ergonomie. C'est-à-dire que il faut avoir confiance dans les outils, mais il faut qu'ils soient facilement utilisables. Et je pense que on n'est pas très loin d'y parvenir. Et en tout cas, ça doit être les deux prérequis de la santé numérique. L'exemple des parcours de santé vont être un bon cas d'usage pour pouvoir
appréhender tous ces enjeux. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma présentation. Alors, pour ouvrir le débat, je termine avec deux questions. Donc, évidemment, qui vont être clés, c'est que bon, si on est sûr que le numérique va être présent dans la santé, et si on est sûr que la santé va accepter du numérique, la question c'est quels sont les outils qu'on va utiliser pour répondre à ces enjeux, parce que c'est pas le tout de dire que ça va venir, c'est comment et avec quoi, et le cas échéant, ça nécessite également de s'interroger sur quelle va être la transformation du quotidien de ces différents acteurs, quelle place vont avoir ces différents acteurs dans ce nouvel environnement, dans ce nouvel écosystème, et pour s'y préparer, eh bien, il va falloir se former, en tout cas intégrer des nouvelles dimensions qui ne sont pas immédiatement de notre quotidien, et de voir comment est-ce qu'on peut les intégrer dans ces nouvelles prises en charge. Eh bien, voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Nous poser. Alors, des remarques peut-être tout d'abord sur... n'hésitez pas à challenger ma présentation. Plusieurs participants sont en train d'écrire. Nous allons avoir des questions. Alors, on a une question. Alors, on va les prendre dans l'ordre, effectivement. Donc, je vais enlever mes lunettes, vous me pardonnerez pour lire, parce que c'est écrit plus petit. Donc, la première question est, je cite, les acteurs à envisager, les patients et les citoyens avant d'être malades. Alors, effectivement, c'est un des éléments auquel je vais me référer concernant ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est la médecine 4P. Un des éléments de la transformation qui est en cours, c'est évidemment de faire, autant que faire se peut, que les patients, on les prenne en charge avant qu'ils soient malades. En tout cas, ça nécessiterait d'intégrer cette notion de prévention ou de santé publique, de façon à voir comment est-ce qu'on peut limiter, voire anticiper les problèmes de santé, et puis comment dirais-je, d'accompagner les gens avant, non pas en tant que malade, mais en tant que patient, patient non malade. Alors ça, c'est certainement une des étapes relativement ambitieuses. Je ne sais pas si on peut la mettre en place rapidement, parce que ça nécessite quand même de grosses transformations, une grosse organisation, de façon à ce que le système de production de soins actuel puisse alimenter les mécaniques de prévention et arriver à articuler ces deux enjeux n'est pas forcément extrêmement simple, mais ça fait partie des éléments qui doivent être pris en considération, effectivement, de façon à pouvoir cibler cette prévention, l'adapter, mais ça nécessite aussi, on l'évoquait tout à l'heure avant le démarrage, il faut aussi que les mentalités évoluent et que chaque individu sache prendre sa place, autant en tant que patient, que citoyen, qu'acteur du système de santé, et ça, ça nécessite de bien appréhender les outils pour pouvoir le faire. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont dans les enjeux, et puis les outils qu'il va falloir mettre en place, parce que c'est pas le tout de dire qu'il faut des outils, il faut que les outils puissent être conçus pour cette finalité, mais pas exclusivement. Alors, plusieurs personnes, pardon, vous posez la question du dossier médical en France. Alors, je suppose que vous posez la question concernant le dossier médical personnel, le DMP, le fameux DMP, ou vous posez des questions concernant les dossiers médicaux informatisés qui se multiplient, puisqu'on existe des dossiers médicaux informatisés maintenant dans les strates des groupements hospitaliers de territoire, ou bientôt au niveau territorial, puisqu'il existe des plateformes aujourd'hui ce qu'on appelle les TSN, les territoires de soins numériques, ou le DMP. Donc, en fait, aujourd'hui, la difficulté n'est pas de savoir s'il existe des outils qui permettraient de répondre à ces enjeux, en tout cas des dossiers médicaux. La question est de savoir si on est en capacité de les rendre d'abord interopérables. Au final, la question qu'on ne devrait pas se poser, c'est quel est le bon DMP. C'est de savoir si je mets des informations dans un outil de partage,
Est-ce que j'ai intérêt à le faire, et est-ce que moi je vais y trouver l'information qui va m'être nécessaire pour cette prise en charge. Et donc là, les enjeux sont en cours. Jusqu'à preuve du contraire, le DMP national est en cours de relance, puisqu'il est désormais porté par la CNAM. Donc, en tout cas, s'il n'est pas encore intégralement déployé, je pense que la stratégie santé en France positionne le DMP comme étant un des éléments clés. Alors, je vais essayer de reprendre les questions dans l'ordre parce que ça défile plus vite que je n'ai le temps de les lire. Donc la question suivante, quelle différence... Pardon. J'essaie de... Encore un petit peu... Voilà, c'est celle-ci. Quelle différence entre téléconseil et télémédecine au niveau des offres grand public? Je ne sais pas s'il y a une réponse simple à cette question. Alors, je vais me réfugier dans un premier temps derrière le décret télémédecine qui visait à identifier quels étaient les actes de télémédecine qui étaient considérés comme tels. Alors le téléconseil en faisait partie, mais là la problématique n'est pas de savoir si on est capable de mettre en place un outil de téléconseil ou de télémédecine. En fait, c'est pas forcément extrêmement compliqué. Les deux questions qui se posaient derrière, c'était de savoir est-ce que c'était d'ailleurs éthique ou déontologique de faire une téléconsultation ou un téléconseil. Est-ce qu'on peut prendre en charge un patient à travers un outil numérique, voire un téléphone? Le débat n'est pas simple. Et puis le deuxième élément, c'était que dans le système de santé français, quel modèle économique pouvait-on mettre derrière? Est-ce que ces actes allaient être remboursés au même titre qu'une consultation? Et si oui, à quel montant? Ces réponses, on commence à trouver des pistes de réponse depuis peu, puisque la loi de financement de la sécurité sociale 2017 élargit cette notion de télémédecine, offre des éléments économique dans le cadre d'un remboursement, d'un acte spécifique. Donc je pense que la transformation est en cours aussi. Maintenant, faire la différence spécifique entre téléconseil et télémédecine, je vous inviterai à vous référer aux textes existants, même si je pense qu'ils sont un peu caducs. Un des enjeux est d'essayer d'y répondre soi-même. Parce que je pense que c'est l'usage qui répondra à cette question, c'est pas forcément les textes qui le sont. Alors, une des questions est, avez-vous une évaluation de l'économie des consultations physiques grâce à la télésanté? Alors là, spontanément, je vais vous répondre non, j'ai pas de chiffres pour pouvoir étayer mes propos. La littérature, sauf erreur de ma part, la Haute Autorité de Santé a fait une analyse justement des problématiques économiques de tout ce qui était télémédecine. Elle a fait une revue de la littérature. Elle a rendu un rapport qui est extrêmement intéressant, il doit dater d'il y a 2-3 ans maintenant, mais une de ses difficultés de mémoire était que les expérimentations qui étaient disponibles à l'époque avaient souvent des volumétries relativement modestes, et que finalement les conclusions qui étaient tirées des différentes analyses ne permettaient pas de pouvoir faire d'avoir une vision prospective sûre et certaine. Et donc de ce fait, là aussi, c'est peut-être une des difficultés, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les dynamiques sont relativement soit marginales, soit de petite taille, et ne permettent pas forcément de pouvoir prendre un pari garanti sur l'avenir. Une grande partie des objectifs, des enjeux restent à venir et ne sont pas à faire, et beaucoup de choses restent à inventer, même si aujourd'hui, les enjeux ne sont plus techniques de mon point de vue. Alors j'essaye de... Alors, la génération Y et Z est déjà prête à cela. Oui, effectivement. Alors, je pense que vous parlez de génération Y et Z, c'est tout ce qu'on appelle les digital natives. C'est ceux qui sont nés avec et qui ont eu dans leur quotidien depuis tout petit des outils numériques. Probablement, ça doit faire écho à ce que j'évoquais tout à l'heure sur les mentalités et sur l'appropriation des technologies. Oui, effectivement. Mais une des particularités, je ne l'ai pas cité, c'est que souvent les professionnels de santé en exercice ne sont pas des digital natives. Moi, je n'en suis pas un. J'ai un peu plus de 45 ans et je ne fais pas partie de la définition stricte des digital natives. Et pourtant, le numérique fait partie de mon quotidien.
Et j'ai pourtant un rapport avec les technologies qui est très différent de mes enfants. Tout ça fait qu'effectivement, l'appropriation, le déploiement est un des enjeux clés pour ce faire, et que voilà, les questions enfin, il faut trouver le bon moyen, même si je pense que même si on n'est pas digital native, on a tous un téléphone ou un smartphone et qu'on sait s'approprier des nouvelles technologies quand elles rendent service. Et donc ça rejoint l'usage que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'au final, si ça sert à quelque chose, les gens se l'approprieront et le feront. Alors, les mutuelles proposent des téléconsultations. Je regarde si je rate pas des questions entre temps parce que ça défile très vite. Alors, ce que font les banques en ligne, pourquoi pas pour la santé. Alors, oui, je pense je vais les rejoindre, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'expérimentations, de tests sont menés. Alors, à titre personnel, beaucoup d'acteurs essayent de digitaliser leurs relations avec leurs adhérents, leurs patients et autres. Par contre, il est toujours difficile d'avoir une idée de la réalité derrière de ces outils. C'est-à-dire qu'il y a un effet communication, mais concrètement, est-ce que finalement c'est plus du marketing que du médical? Parfois, les choses restent à prouver. Il existe très peu d'expérimentation où le digital est au cœur de la prise en charge des patients. Je pense qu'un certain nombre d'expérimentations sont encore au stade d'expérimentation et ça ne s'industrialise pas. C'est-à-dire que ça ne se fait pas à très très grande échelle. Les seuls outils que je connaisse, en tout cas qui peuvent, c'est le dossier pharmaceutique, vous avez probablement qui est porté par l'ordre des pharmaciens, où là il y a un nombre d'utilisateurs et de dossiers créés qui est conséquent, mais ça reste dans un périmètre relativement maîtrisé. Et puis vous avez des dynamiques, vous évoquiez les mutuelles, vous avez la MGEN ou Malakoff Médéric qui ont lancé des initiatives à plus grande échelle, mais elles n'ont pas, à ma connaissance, atteint un stade d'industrialisation. Mais par contre, les volumes sont de plusieurs milliers de dossiers et d'accompagnement de patients avec des outils numériques, avec des retours d'expérience qui semblent être assez intéressantes. Mais à nouveau, les volumétries restent modestes. Modestes, pas dans le sens que... c'est-à-dire que ça ne peut pas aujourd'hui... Il y a très peu de projets qui peuvent répondre à l'intégralité de la population française qui nécessiterait d'être pris en charge. On continue les... Alors, donc on a une autre question. Qu'a fait la CIP depuis toutes ces années de tout l'argent correspondant? Alors, la question peut ouvrir beaucoup d'interrogations. L'idée n'est pas de faire de la polémique. La ZIP est l'agence qui gère un certain nombre de projets. La presse s'est fait écho d'un certain nombre de montants et puis de projets. J'ai pas d'avis à fournir spécifiquement sur cette approche. J'aurais tendance à dire que, en essayant d'être positif, que la ZIP n'avait peut-être pas toutes les réponses pour pouvoir répondre à ces enjeux, et que à l'époque où le DMP a été lancé, on était dans des phases très exploratoires. Donc des erreurs ont pu être commises, des réussites ont pu être obtenues. Une des particularités qui a été mise en exergue lors des différents rapports était effectivement la question de l'usage. C'est-à-dire que le facteur limitant n'a pas été l'aspect technique, ça a peut-être été on s'est interrogé plus, ok, on met en place un outil de type dossier médical partagé, maintenant c'est fait, maintenant à quoi va-t-on, pour quel type d'usage allons-nous le décliner, le mettre à disposition? Et je pense que finalement c'est ces réponses-là qui sont aujourd'hui les plus importantes à trouver, de façon à voir comment est-ce que, avec des outils structurants, ils vont pouvoir être utilisés pour des déclinaisons très spécifiques. On évoquait tout à l'heure la prévention, on évoquait les parcours, mais ça ne doit pas être limitatif. Maintenant, il faut voir comment est-ce que ce socle, parce que je pense que le DMP peut être considéré comme un socle maintenant qu'il est là et qu'il est porté par la CNAM, et de voir comment est-ce qu'il peut se décliner pour des usages particuliers, pour avoir un véritable service rendu. Ça reste encore à construire, je pense. Alors, d'autres questions. Alors, le lien pour le rapport, je pourrais éventuellement le mettre à disposition dans l'environnement de téléchargement. Je ne l'ai pas là immédiatement, mais je pourrais mettre à votre disposition ce document et le lien pour son téléchargement.
Alors, Téléorthophonie propose des prises en charge orthophoniques à des enfants francophones dans le monde. On a pu faire 6000 actes au cours de ces 2 dernières années. Les résultats sont excellents. Les actes sont pris en charge par les mutuelles. Voilà, ce type d'expérimentation montre effectivement que on est capable de faire 6000 actes. On est dans les volumétries que je qualifierais de non industrielles. Alors, c'est peut-être un gros mot vu de médical, mais ça a un intérêt. Le nombre d'actes, le nombre de personnes prises en charge, lorsqu'on voit ça sous l'angle modèle économique, est important, puisque évidemment les technologies, ça ne vous heurtera pas, elles ont un coût, et que pour équilibrer les mécaniques, il faut souvent avoir de grosses volumétries pour qu'il soit pertinent économiquement parlant de mettre en place ce type de projet. Et donc finalement la notion d'industrialisation que j'évoquais s'interroge sur qui paye, qui rembourse éventuellement, qui prend en charge, est-ce que la technologie et les différents actes peuvent être économiquement couverts, est-ce que le service rendu en termes de santé publique est suffisant? Toutes ces questions, il faut les appréhender lorsqu'on va mettre en place ces nouvelles technologies, cette télémédecine, et tous ces points-là sont à appréhender en amont, de façon à ce que finalement, lorsqu'on met en place un projet de e-santé en général, on ne l'aborde pas uniquement sous l'angle médical ou sous l'angle technique. C'est-à-dire, tiens, est-ce qu'on répond à un problème de santé publique? La réponse est probablement oui, parce qu'il est fort peu probable que les professionnels de santé mettent en place des projets en santé qui serviraient à rien. Pareil, est-ce que la technologie est capable de répondre? La technologie, ça évolue, ça s'adapte. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas juste dans un problème médical et technique, c'est tout le reste. Et là, c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on intègre d'autres dimensions. On s'en heurte rapidement à des problématiques qui ne sont pas toujours surmontables. Je vois que le projet, visiblement, illustre peut-être mon propos. La téléorthophonie qui était évoquée se faisait avec des pays francophones, c'est-à-dire c'est pas uniquement franco-français. Ça marche mieux quand on part peut-être de l'étranger, puisque les contraintes sont parfois moins fortes, parce que le besoin est plus fort et on est plus créatif. Alors, dépasser la France, l'Europe francophonie il est un levier pour accélérer l'appropriation de ces nouveaux moyens. Alors, ça fait la transition. Je pense que oui, à la fois parce que les expérimentations hors de France sont parfois très instructives, très intéressantes. La difficulté qu'on rencontre, et c'était un des éléments du rapport, c'est que, en revanche, la transposition des expérimentations ou des expériences menées à l'étranger n'était pas toujours triviale avec le modèle français, soit parce qu'il y avait des problématiques, notamment juridiques, de fortes contraintes de sécurité sur les données, qui finalement étaient plus considérées comme un frein, ou parce que il y avait aussi des différences culturelles. On l'évoquait tout à l'heure, c'est que si aujourd'hui, utiliser des technologies dans la santé, ça heurte peu ou pas certaines personnes, dans d'autres pays, la question ne se posait pas, c'était pas l'angle d'approche, et que finalement ces technologies se sont rapidement déployées. Et si on prend l'exemple des États-Unis, là-bas ils ont une organisation en santé qui était un petit peu différente. Finalement, dans les environnements contraints, les patients, on ne leur donnait pas le choix. On leur disait, maintenant c'est comme ça, sinon vous n'êtes pas remboursé ou sinon vous n'êtes pas pris en charge. Et donc, finalement, ça, étonnamment, enfin, je ne vais pas dire étonnamment dans le mauvais sens du terme, mais finalement, il a été évident que ça s'est déployé beaucoup plus vite et que l'efficacité était plus rapidement visible. Et qu'en France, c'est un peu plus complexe à déployer. Et je pense que c'est un des éléments qu'il faut prendre en considération. C'est pas parce que l'outil était performant que forcément tout le monde l'a utilisé. En France, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors en Inde, nous avons été incubés à Paris Biotech Santé à la fac de médecine de Paris Descartes. Alors effectivement, les incubateurs sont des moyens pour développer des nouvelles technologies, mais c'est pas le seul. Il y a plusieurs éléments. Je vois qu'on donne des exemples en Inde qui sont proposés. Je vous invite également à mettre à disposition les différents liens vers les références que vous citez, de façon à ce qu'on puisse, avec tous les autres participants, en prendre connaissance. Donc n'hésitez pas à mettre les éléments de référence ou à nous les transmettre, de façon à ce qu'on puisse les mettre à disposition de tous les participants. Alors je continue à essayer de... Alors, la formation que propose Centrale Supélec répond-elle aux
qu'au parcours de santé ou traite-t-elle d'autres aspects? Alors effectivement, la formation, pour revenir spécifiquement sur elle, alors évidemment, elle ne répond pas qu'au parcours de santé. Vous avez vu qu'on avait fait un focus pour la présentation. L'idée était d'avoir un cas d'usage pour montrer comment est-ce que on devait maintenant, lorsqu'on appréhendait une problématique de santé, et une organisation, que de mettre en regard à la fois une technologie, une organisation, de mettre en adéquation des problématiques économiques, juridiques, organisationnelles, voire stratégiques, et que de ce fait, le parcours de santé est un des exemples, mais on pourrait très bien appliquer cette approche, cette réflexion à des problématiques de santé connectée, à des problématiques que j'évoquais tout à l'heure de groupement hospitalier de territoire, de la mise en place d'outils numériques dans le cadre de processus de soins ou de santé, et que de ce fait, il s'agit d'appréhender les choses différemment, et que la formation proposée dans le cadre de Centrale Supélec vise justement à essayer de coordonner, d'hybrider les compétences de chacun. C'est-à-dire, vous arrivez forcément avec un des axes où vous êtes professionnel de santé, vous êtes acteur de la santé, vous êtes ingénieur, vous intervenez dans des projets e-santé, mais vous ne pouvez pas être expert sur tout. Mais par contre, forcément, il faut prendre en considération dans la gestion d'un projet e-santé différentes dimensions, multidimensionnelles. Et pour ça, on n'a pas toujours été formé, on n'est pas toujours au fait des différentes problématiques. L'idée de la formation est justement d'équilibrer ces différentes approches, de compléter les compétences de chacun avec des nouveaux savoir-faire, ou en tout cas d'apporter suffisamment d'éléments, de clés, d'outils pour pouvoir les intégrer dans sa réflexion, de façon à ce que finalement son projet de e-santé ne se heurte pas à une problématique juridique qu'on aurait omis ou qu'on ne maîtrisait pas bien, et de s'apercevoir au dernier moment que il y a une réglementation sur la sécurité des données de santé, et que tout le système qu'on a inventé, qui répond à tous les besoins, qui est fiable, qui est ergonomique, mais il n'est pas suffisamment sécurisé et on ne peut pas le faire. Alors je continue sur les questions. Donc quel est le coût de la formation? Alors normalement, dans les différents éléments qui sont présents ici, vous aurez tous les détails quant à la durée, l'organisation et le coût. Normalement, le coût de la formation, 9 000, alors j'ai un petit doute, 9 490 €, hors taxe. Okay. Mais vous allez retrouver tous les éléments dans l'espace de téléchargement. Le premier PDF que vous pouvez télécharger, c'est un bulletin d'inscription. Et donc le second, c'est le programme de formation, où vous allez retrouver donc le programme de formation détaillé avec la durée, le coût. Mais on pourra discuter de ça plus précisément par téléphone ou par mail concernant le coût et comment financer cette formation. Donc je vois les différentes questions qui courent. Donc effectivement, le déploiement des objets connectés devrait permettre aussi d'aider à passer cette barrière du digital natif quand on voit les facilités au quotidien apportées grâce à ces outils. Tout à fait. Je pense que l'usage est effectivement une des clés, comme on l'évoquait, et que il y a des expérimentations réussies qui montrent que et ça fait partie des différents intervenants qui viennent restituer des expériences réussies, éventuellement des échecs, pour montrer en quoi, quels sont les bons axes et quels sont les points d'attention qu'il faut avoir pour réussir son projet de e-santé. Donc je vois que vous avez trouvé le coût. Donc vous dites trop cher pour les membres de notre fondation, dommage. Alors effectivement, le coût est en lien avec la qualité et l'expertise que Centrale Supélec souhaite apporter dans le cadre de cette intervention. Évidemment aussi et des différents intervenants. Donc ça, évidemment, ça, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a des coûts un peu partout, donc il faut le faire. Accessoirement, je vous invite malgré tout à prendre contact avec Yamina, parce que les modèles de financement, comme je ne sais pas si je l'ai indiqué, mais la formation est certifiante, donc elle rentre dans les processus de formation professionnelle, et donc il existe des mécaniques qui permettent de financer tout ou partie la formation pour les différentes personnes qui souhaiteraient s'inscrire. Alors je n'ai pas le détail, je ne suis pas familier, mais Yamina saura vous répondre sur ces différents points. Le financement, c'est vraiment du cas par cas. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse en discuter par téléphone, et puis de trouver des solutions et comment financer cette formation. Alors, parce que donc les participants de l'année dernière étaient effectivement dans des situations qui étaient parfois
très, très spécifiques et pour autant ils ont pu trouver les financements nécessaires. Donc ne vous arrêtez pas uniquement sur le montant, n'hésitez pas à solliciter Yamina sur ce point, vous serez peut-être surpris du champ du possible. Je reviendrai également vers vous. Alors, je continue. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc vous avez partagé un certain nombre de choses. On n'arrive pas à suivre la totalité des questions qui sont... voilà. Donc, je vois que ça y est, le débat a été lancé, vous n'avez plus besoin de nous. Je vois que vous donnez des exemples de télé-AVC, téléradiologie, absolument, milieu carcéral, tout à fait. Tout d'équipement de croissance. Tout à fait. Voilà, ça, très bien. Voilà, sur les intervenants. Donc, je reprends le fil de discussion. Je n'arrive pas à suivre toutes les. Donc, je vais continuer sur les points. Effectivement, je vais parler de la formation. Les différents intervenants sont en fait des experts, des spécialistes ou des acteurs sur les différentes thématiques que j'ai évoquées. Si vous reprenez le descriptif de la formation, donc vous avez vu qu'on essayait d'associer aux problématiques métiers de la santé et aux problématiques techniques qui sont le cœur de l'expertise de Centrale Supélec, évidemment des problématiques de gestion de projet, de stratégie, de juridique et d'éthique, je l'ai évoqué, de modèle économique. L'idée est d'apporter des experts sur ces différents sujets. Sur les exemples de modèles économiques, l'intervenante l'année dernière sur ce sujet est une des évaluatrices des programmes TSN. Sur les aspects juridiques, vous avez des acteurs, des professionnels, des avocats en droit de la santé ou des experts juridiques et éthiques qui, sur des projets justement de e-santé, qui interviennent sur tout ce qui est groupement hospitalier de territoire, qui viennent sur les projets de convention avec les ARS, dans les projets de télémédecine, qui sont des assistances à maîtrise d'ouvrage de GCS, et qui apportent justement une vision que je vais qualifier d'un petit peu théorique sur ces problématiques de e-santé, mais adossée sur une expertise et sur un retour d'expérience extrêmement concret sur les projets actuels. L'idée n'est pas d'avoir une vision purement théorique et abstraite de la e-santé. L'idée est de montrer concrètement, dans les différentes dimensions qui sont citées, qui sont décrites dans le descriptif, de vous apporter un retour d'expérience concret, efficace et autant que faire se peut pertinent pour réussir votre projet, de vous donner des clés, comme je l'indiquais, et les erreurs à ne pas faire, basées sur de l'expérience réelle, pas sur du théorique. L'idée est effectivement d'avoir que ce retour d'expérience puisse être immédiatement utilisable dans le cadre de projets qui sont à venir, et d'avoir un cycle extrêmement court entre les expériences qui ont été menées et l'utilisation de ces enseignements dans les propres projets des participants. La quasi-totalité des participants précédents avaient eux-mêmes un projet qu'ils souhaitaient mener à terme, et l'idée était d'utiliser les éléments de la formation pour y parvenir, à la fois avec les éléments de la formation, mais également en élargissant son réseau au travers les différents intervenants, parce que justement, étant des experts sur leur sujet, il y avait des intervenants de l'ANAP, de la ZIP, des différents ordres. Je ne vais pas les détailler, mais on pourra éventuellement évoquer en aparté les différents intervenants qui apportaient à la fois le retour d'expérience et à la fois l'appui pour enclencher son propre projet si on en avait un. Donc c'est comme ça que les choses se sont faites, et je pense que vous pourrez également, ceux qui seraient susceptibles d'échanger avec, en tout cas vous aurez le retour les avis des différents, de certains des participants l'année dernière qui expriment eux-mêmes l'intérêt et l'utilité qu'ils ont eu à participer à la formation. Je pense qu'il existe sur le site, si vous allez voir de Centrale Supélec, des interviews qui ont été faites et des retours d'expérience des participants précédents. Alors je continue. Alors pour les modèles économiques, est-ce que Apple ou Microsoft se sont posé ces questions? Alors je pense qu'on peut ajouter Google et Facebook. Je pense qu'ils se posent moins de questions que
que nous. C'est-à-dire que eux sont plutôt dans les dynamiques, donc ce sont les GAFA, Google, Apple, Facebook et dans mon cas, Google, Apple, Facebook, Amazon. Voilà, et Microsoft qui intervient. Leurs problématiques sont eux, ils se sont forcément posé la question des modèles économiques, mais ils viennent avec un modèle économique qui est plutôt celui d'un modèle anglo-saxon, pas un modèle européen. Donc, avec leur puissance de frappe, ils sont rapidement plus efficaces sur leur marché intérieur, et après, ils ont plus de facilité à proposer les choses à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que ce soit la seule approche, ou que ce soit une alternative est toujours possible. L'idée qui sous-tend, c'est que la valeur qui peut être créée, parce que c'est derrière un modèle économique, ça sous-entend une question d'une valorisation. La santé est un bien, elle a donc une valeur. Il faudra arriver à trouver, à repositionner les différents acteurs, le professionnel de santé et le médecin, au cœur de cette valeur. Elle n'est pas forcément économique au sens monétaire du terme. Elle peut être, la plus grande richesse que je peux avoir, c'est d'être en bonne santé, c'est de ne pas tomber malade. Si pour ça il y a des moyens, des outils qui existent, je veux pouvoir en bénéficier et je veux pas forcément avoir à payer pour rester en bonne santé ou pour que l'enjeu ne tourne qu'autour de ça. Donc voilà, il faut être créatif, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça marche dans d'autres domaines. Je vois que les banques, les assurances, le commerce sont en ligne. Effectivement, pourquoi pas la santé? Il s'agit de trouver le bon modèle. Vous voyez, les enjeux sont là. Seriez-vous intéressé par un retour d'expérience de la plateforme Mediavise, la seule en France à proposer une réponse médicale 24/7 au cours de... bien entendu, je vous invite, comme je l'indiquais, n'hésitez pas à mettre les différentes références et à me les communiquer, parce que moi aussi je suis très curieux et très intéressé par tout ce qui se fait. Ça foisonne dans tous les sens, donc je pense que un des éléments qui est lié au fait qu'on met du numérique dans la santé, c'est qu'il faut d'abord échanger et partager, et ça c'est la première clé. C'est aussi un des objectifs qu'on essaye de positionner dans la formation, avec l'idée de faire ça en cycle court, comme je l'indiquais, de façon à ce qu'on puisse avancer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je vois que les débats sont lancés. J'ai beaucoup parlé. On va pas tarder à terminer le webinaire, parce que là, à moins que vous ayez des questions clés, je vais laisser le mot de la fin à Yamina, mais à moins que vous ayez des questions clés, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter en direct, Yamina et moi-même. On se tient à votre disposition pour différents détails. Et si vous voulez explorer plus en détail certains des points que j'ai évoqués, mais n'hésitez pas non plus à me solliciter. J'aurai grand plaisir à échanger avec vous, avec chacun d'entre vous. Et n'hésitez pas à nous envoyer les différents éléments pour qu'on les mette à disposition de toutes les références, à disposition de tous les participants. Le 22 mars, la réunion d'information. Absolument. On pourra se rencontrer en face à face si vous le souhaitez. Le 22 mars est organisée une réunion de présentation en présentiel. Donc, vous êtes les bienvenus également et j'aurai grand plaisir à vous rencontrer avec Yamina à cette occasion. Alors, si vous avez des questions, on va juste clôturer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, je les transmettrai donc au docteur Christophe Richard. Concernant votre candidature, si vous envisagez de vous inscrire à notre Executive Certificate, donc notre formation certifiante, il faudra m'envoyer donc par mail un CV avec un courrier d'accompagnement et le bulletin d'inscription. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. On en discutera, comme je vous l'ai dit, par mail. Je vois que vous posez plein de questions qui attisent ma curiosité. On est un peu contraint par le temps. N'hésitez pas à échanger directement avec nous. Je rappellerai chacun d'entre vous, parce que je vois beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc je suis très curieux et très curieux d'échanger avec vous. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre participation. Merci, à très bientôt, au revoir. Au revoir.